Direction la cavalerie sur le Larzac. C'est là qu'on trouve un élevage d'alpagas, troupeau original s'il est né en ces terres, mais aussi un atelier de transformation de la laine. Un projet mené par Aurore Arnal qui allie avec sa petite entreprise, les alpagas fil sur le Larzac, ses deux passions, les animaux et la couture. Bienvenue dans ce nouvel épisode de EB, podcast qui vous entraîne entre Causse et Cévennes, Sud-Aveyron et Lozère, un podcast indépendant produit par une association sud-aveyronnaise avec peu de moyens mais énormément d'envie. D'ailleurs, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant le lien auprès de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Pour ce nouvel épisode, nous sommes donc à la Cavalerie, cité templière et hospitalière, l'un des 5 villages fortifiés du Larzac, connu également pour son camp militaire. C'est à la sortie du village, en direction de Millau, que se trouve le troupeau d'alpagas. Il y a également un lama installé sur 5 hectares environ. Un élevage et un atelier de transformation de la laine, une boutique également créée par Aurore Arnal, jeune quadra qui, avec ce projet, a souhaité réunir ces deux passions. Ces deux passions, oui, je pense, viennent de ma jeunesse, de mon adolescence. La première, c'est les animaux. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les animaux. Toute petite, mes parents étaient ouvriers, mais mes grands-parents, mes oncles, mes tantes avaient des fermes. Et donc, toutes les vacances, bien souvent, j'allais dans les fermes pour voir ces animaux. Et le côté couture, le tricotage plutôt, vient de ma nourrice. Voilà. Ma nourrice tricotait beaucoup. Elle était couturière pour un grand hôtel à Millau. Et du coup, c'est vrai que j'ai baigné dans mon enfance avec les animaux, mais aussi par les personnes qui me gardaient, qui étaient couturières. D'accord. Et les animaux, par exemple, tu t'en occupais lorsque tu allais à la ferme C'était juste les observer déjà Non, c'était beaucoup les observer. Mon grand frère, j'ai 2 grands frères. Mon plus grand frère, lui, avait beaucoup de chiens de chasse, avait des chevaux. Et pareil, souvent, il me mettait à toute petite sur le cheval. Il lui tapait sur les fesses et puis je tournais dans la cour de la maison. Ouais, c'est comme ça finalement que tu as appris. Mais quand même, entre justement côtoyer les animaux et puis en arriver aujourd'hui à s'en occuper au quotidien, il y a un monde. Oui, je ne sais pas si la question en vient là, mais en tout cas, mes examens, les diplômes que je possède sont aussi autour de la couture et des animaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça une coïncidence ou vraiment la passion et l'amour de tout ça. Mais voilà, étant adolescente, je voulais travailler dans les animaux, ça c'était sûr. Mais je ne voulais pas être vétérinaire, de grandes études, ça ne m'intéressait pas, toiletteuse non plus. Donc, mes parents m'ont dit, Aurore, il faut que tu fasses quelque chose qui puisse te servir toute ta vie. En attendant que tu t'ouvres ta voie dans les animaux. Et du coup, on m'a proposé d'être coiffeuse, esthéticienne, couturière. Et je suis partie donc dans la couture par rapport, comme je disais tout à l'heure, à mon enfance, où c'est que j'ai un petit peu baigné là-dedans. Et j'ai passé un BEP haute couture. Haute couture, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Voilà. Oui, donc on est quand même déjà d'un haut niveau. Oui, c'est pas j'ai pas appris de la couture industrielle, j'ai appris de la haute couture. Et durant mes 2 années de haute couture, où c'est que j'ai obtenu mon BEP, j'ai trouvé une école de soigneuse animalière. Donc, c'est-à-dire, ça me permettait de pouvoir travailler dans les zoos et d'animer la protection animalière dans les zoos. Oui, mais à ce moment-là, la couture te servait plus à rien. Alors, j'ai fini mes examens de couture, voilà, que j'ai passé haut la main. Et ensuite, je suis partie en formation soigneuse animalière en établissement zoologique. Voilà. Et donc, tu as travaillé pendant un certain temps dans ce milieu-là, quoi, en laissant un peu de côté la couture, justement. Alors, j'ai complètement abandonné la couture à ce moment-là. Là, je suis quand même assez fière. Voilà, il existe 3 écoles en France de soigneuses animalières. Il n'y a qu'une seule école où c'est que le diplôme est reconnu. Donc, j'ai fait des stages durant 1 année pour me perfectionner dans les animaux, pour ensuite accéder à cette formation qui a duré 1 an. Ouais. Ensuite, je suis partie travailler dans les zoos, à droite, à gauche, faire des remplacements. Mais mon pays d'origine me manquait. Et donc, je suis revenue sur le COS, où c'est que là, j'étais employée agricole.
D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais avoir mon propre élevage? Alors, oui et non. Alors, dans, mon cursus d'employé agricole, qui a duré plusieurs années, j'ai eu la chance de travailler, sur une exploitation de chèvres mohair. Les chèvres mohair sont des animaux qu'on élève pour la laine. Donc j'ai travaillé, voilà, 2 ans, sur cette exploitation où c'est qu'il y avait près de 200 chèvres. Les chèvres, entre parenthèses, on les tond, 2 fois par an. Donc j'ai aussi appris à trier la laine. Il faut savoir trier la laine. Il y a plusieurs qualités sur une même toison et c'est là que je me suis dit: «Mais Aurore, tu as travaillé avec les camélidés dans les parcs zoologiques, c'est des animaux qui t'intéressent». Sur le plateau du Larzac, à l'époque, aux alentours en tout cas, il existait 3 élevages de chèvres mohair et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas te lancer dans l'élevage d'alpagas où c'est que tu retrouves ta passion pour les animaux et ta connaissance pour la couture». Mais pourquoi les alpagas en particulier? Parce que c'est pas un animal qu'on retrouve régulièrement ici. Alors, Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te diriger vers les alpagas? la réponse est, on va dire, assez simple. C'est que les alpagas sont des animaux protégés et en France, nous n'avons pas le droit de consommer, les alpagas à consommation humaine, pardon. Oui, donc tu ne voulais pas un élevage pour faire de la viande, en C'est gros. ça, Ouais. voilà. Je sais pas si ça se dit, mais je suis une grosse mangeuse de viande, hein. Ça, voilà, il y a pas de problème. Mais élever des animaux pour la consommation humaine, passer par la case, abattoir, c'est pas dans mon caractère. Enfin voilà, ça m'est pas possible. C'est en 2015 que l'idée germe dans la tête d'Aurore. Elle achète ses premiers alpagas et 5 ans plus tard, en 2020, elle s'installe à la cavalerie sous le nom Les Alpagas filent sur le Larzac. Alors, ces animaux, il y a plusieurs élevages en France, hein. Moi, j'en ai acheté sur 3 élevages différents pour éviter la consanguinité, qu'ils ne soient pas frères et sœurs par rapport à la reproduction. J'ai commencé en 2015. Alors, en 2015, j'étais employée agricole. Je travaillais donc pour l'exploitation de chèvres mohair. Et c'est là où c'est que j'ai commencé à acheter 3 alpagas, 5 alpagas. Une petite reproduction s'est mise en place. Mon élevage, petit à petit, s'est développé. En même temps, j'étais employée agricole. Et ensuite, en 2020, j'ai loué ce corps de ferme à la cavalerie, où c'est que là, je me suis installée officiellement et j'ai ouvert une boutique. Avant de parler de toutes les activités et de tout le processus, aussi bien de l'élevage et puis de la transformation ensuite, un mot quand même sur les alpagas, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Un alpaga, normalement, c'est un animal qui vient d'Amérique latine, de la Cordillère des Andes en C'est tout à fait particulier, ça, c'est oui. ça, hein. Bolivie, Pérou, Équateur, c'est des animaux qui vivent à près de 4000 mètres d'altitude, oui. Et donc, ils arrivent à s'acclimater facilement ici, parce qu'on est quand même sur des hauteurs moindres. Alors le plateau du Larzac, niveau alimentation, est très bien pour eux. Ils retrouvent tout ce qu'il leur faut pour leur bien-être. Je n'ai pas besoin de les complémenter. Par contre, par rapport à leur pays d'origine, je vous disais, hein, ils vivent à près de 4000 mètres d'altitude. Donc ce sont des animaux qui n'ont pas la capacité de pouvoir transpirer. Voilà. Ah bon? Oui. Donc c'est vrai que sur le plateau du Larzac, la difficulté que je peux rencontrer, c'est quand on a des coups de chaleur, hein. C'est des animaux qui vont souffrir un petit peu de la chaleur. Et il va falloir leur mettre à disposition des points d'ombre et des bassines dans lesquelles ils peuvent se rafraîchir. Oui, ça c'est important pour les périodes très d'été, important, effectivement, pour quand il leur y a bien-être. des canicules, hein. Oui. Et le reste du temps, par contre, ils s'acclimatent très bien. Ils s'acclimatent très très bien, oui. Bon, malheureusement, on a de moins en moins de neige sur le plateau du Larzac, mais c'est des animaux, lorsqu'il neige, ils vont rester à l'extérieur. Lors de faibles pluies, ils vont rester à l'extérieur. On va dire, quand il y a des épisodes sévenols, là où c'est que c'est de fortes pluies, ils vont rentrer à l'intérieur. Je D'accord. leur laisse. Ils ont un bâtiment à disposition, mais qui reste ouvert 365 jours sur 365 jours. C'est eux qui choisissent s'ils veulent rentrer s'abriter ou pas. C'est leur liberté, quoi. C'est leur liberté. J'en reviens, hein, Corrières des Andes, 4000 mètres d'altitude. Ils sont tributaires de la météo, ils n'ont pas de bâtiment, hein, dans leur pays d'origine. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils mangent, les alpagas? L'herbe du cos,
Voilà. Quand il n'y a pas d'herbe en plein hiver, moi, je vais leur proposer, ils ont à disposition du foin de pré. Les femelles gestantes ou qu'elles allaitent les petits, je vais leur rajouter un petit peu de luzerne, mais très peu. Voilà. On va rentrer un petit peu dans les détails. 20% de leur alimentation sera de la luzerne, le reste sera en foin de pré. Et ensuite, il y a également les soins. D'ailleurs, pour ça, tu as été formé, puisqu'on en revient à cette formation de soigneur animalier. Oui. Et donc, c'est toi qui t'en occupes directement. C'est moi qui m'en occupe directement. Après, c'est pas des animaux en fait qui tombent malades. Hein. Ce ne sont pas des animaux fragiles. Aujourd'hui, on est imposé par l'État de les identifier. Donc, tous mes alpagas sont pucés par une puce électronique. Ensuite, nous avons des virus comme la FCO ou la maladie de l'entéro. Donc, je leur fais ces 2 vaccins-là par prévention. Donc, tout ça, c'est fait par moi-même. Je fais intervenir le vétérinaire si j'ai besoin de castrer un alpaga. Quel est leur caractère? Est-ce que c'est un animal sociable ou plutôt craintif? Alors, ce sont des animaux plutôt craintifs. Hein, ils ne sont pas habitués. Dans leur pays d'origine, c'est des animaux qui ne vivent pas avec les hommes, qui sont, on va dire, en liberté. On va aller les récupérer uniquement pour les tondre. Ensuite, ils sont relâchés dans la Corrière des Andes sur l'Écosse en liberté, quoi. Donc, ce sont des animaux, comment dire ça, qui sont très curieux. Donc, moindre peu qu'il y ait quelque chose qui se passe, ils vont venir voir si c'est un potentiel danger ou pas. Et de ce fait, ils vont toujours garder une distance. Hmm. Ouais. Et si on les agresse? C'est-à-dire, si on les agresse... Si on est un peu trop près d'eux, qu'ils se sentent agressés, en fait, quelque part, de quelle façon ils réagissent? Alors, Est-ce qu'ils crachent comme les lamas, par exemple? Tous les camélidés crachent. Les camélidés, nous avons le chameau, le dromadaire, nous avons le lama, l'alpaga, la vigogne et le guanaco. C'est leur moyen de communication. Voilà. Les camélidés, à proprement dit, n'ont pas de moyen de protection, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cornes comme les vaches, ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas de griffes acérées. Donc, eux, ils vont cracher. Ensuite, ils peuvent botter, et sinon, ça sera pour eux prendre la fuite. D'accord, donc ça, c'est la dernière solution, finalement. Oui. On n'a pas évoqué la reproduction, parce que ça aussi, il faut le gérer quand on a un élevage géré entre mâles, femelles. Ça se passe comment? Alors, les mâles, je possède 2 mâles reproducteurs. Les mâles sont mis dans un enclos à part pour gérer la reproduction. Quand je décide de mettre mes femelles à la reproduction, je vais faire ce qu'on appelle des lots pour choisir quel mâle va monter quelle femelle. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, chez les alpagas, il n'y a pas de période de reproduction. C'est la monte du mâle qui va provoquer l'ovulation chez la femelle. Donc, si la femelle se sent dans de bonnes conditions climatiques, alimentaires, l'alpaga va aller derrière la femelle. La femelle, si elle est d'accord de se laisser accoupler, elle va se coucher au sol et elle va se laisser monter par le mâle. Mais il n'y a pas de période particulière. Ouais. Non, ça peut se produire tout au long de l'année. Et la reproduction est rapide ou est-ce que ça se gère justement? De quelle façon tu arrives à réguler tout ça? Parce que ça ne doit pas être évident. Alors ça se gère, pour tout vous dire, donc je prépare mes lots de femelles, je mets mes mâles en fonction de mes lots, je laisse à peu près mes mâles 1 semaine avec mes femelles. Au bout d'1 semaine, je vais retirer mes mâles, les remettre ensemble dans leur enclos. Je vais attendre quelques jours et là, je vais prendre mes mâles individuellement au licol, à la longe, et je vais les présenter à mes femelles. Si les femelles se couchent, c'est-à-dire que l'ovulation n'a pas eu lieu et donc elle est prête à se refaire saillir. Si la femelle se met à cracher et à botter sur le mâle, c'est que l'ovulation a été faite, ma femelle est gestante et donc je ne lui présente plus le mâle. Mmh. Tout ça est assez subtil quand même, hein. Il faut quand même le connaître, hein, connaître toutes ces règles-là, quoi. Oui. Voilà. Ouais. On l'a dit et répété, Aurore a 2 passions, l'amour des animaux, mais aussi celui pour la couture. Elle crée donc un atelier de transformation de la laine d'alpaga. Et évidemment, avant toute transformation, tout commence par la tonte. La tonte qui se passe en général le premier week-end de mai, justement avant les grosses chaleurs par rapport à ce que ces animaux ne savent pas transpirer, on en parlait tout à l'heure.
Donc ça se passe le premier week-end de mai. Je suis tributaire d'une tondeuse. Voilà, c'est soit Juliane, soit Agathe qui viennent me tondre mes alpagas. Donc ça, tu ne le fais pas toi-même, ce sont des spécialistes, hein. Ce sont des spécialistes qui sont spécialisés donc, dans la tonte des alpagas et des lamas. Pourquoi c'est particulièrement complexe? Alors complexe non, mais souvent on pense que c'est un tondeur de moutons qui va venir tondre mes alpagas. Là, c'est leur métier à eux, hein, la tonte, et donc on appelle ça des passes. C'est des passes spécifiques qu'on va faire sur l'animal. Et vu que je travaille la laine, je veux récupérer ma laine dans certaines conditions. Donc c'est des tondeurs, oui, c'est leur métier, quoi. Ouais, ils sont spécifiquement spécialisés spécialisés sur l'alpaga. Oui. Ils ne doivent pas être nombreux en France. Non, très peu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut les choisir. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a une date précise. Oui, voilà, on les contacte en début d'année pour qu'ils puissent nous intégrer dans leur tournée. En général, elles partent au mois d'avril à peu près de chez elles pour rentrer fin juillet. Alors une fois que la tonte est effectuée, il y a plusieurs étapes. On Oui. commence par quoi? Alors on commence par quoi? Déjà lors de la tonte, donc la tondeuse connaît les passes qu'il faut faire sur les animaux. Sur un bébé alpaga, on va garder la totalité de la toison en qualité 1. Sur un alpaga adulte, on va pouvoir trouver jusqu'à 3 qualités de laine sur le même individu. Et donc la tondeuse fait des passes, donc tonde l'animal en fonction de la qualité. Par exemple, moi je vais préparer des sacs avec le prénom de mes alpagas dessus. Je vais prendre par exemple Rock, pour exemple. Rock, on va y tondre le dos, ça va être de la qualité 1. Mhm. Ensuite, on va lui tondre les cuisses, le bas du ventre, ça va être la qualité 2. D'accord. Puis le bas des pattes et la tête va être en qualité 3. Ça veut dire qu'il y a un pré-tri en quelque Il sorte. y a un pré-tri déjà lors de la tonte. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, dans mon atelier, donc, je possède ce qu'on appelle une grille de tri, où c'est que toutes les toisons individuellement vont passer sur cette grille de tri, où c'est que je vais revérifier les qualités et enlever la totalité des végétaux qu'on peut trouver à l'intérieur. Ça, c'est un travail assez fastidieux, ça. Alors, c'est pas un travail physique, mais c'est un travail de patience. Par exemple, sur du bébé alpaga, en fait, plus l'alpaga est jeune, plus la laine est fine et plus les végétaux vont s'accrocher. Le bébé alpaga, moi, j'appelle ça du velcro entre nous. Et je peux passer plus d'une semaine sur une toison de bébé alpaga pour enlever la totalité des végétaux qu'on va trouver à l'intérieur. Oui. Oui, donc c'est ça, hein, c'est un travail quand même de patience, De patience, de passion. de passion. Alors une fois que justement tout ça est effectué, on passe à d'autres phases. Voilà. Donc, mes toisons sont remises en sac. Le bébé alpaga donc, va être travaillé par moi-même artisanalement. Je file la laine au rouet. Voilà. Donc, je la transforme sous forme de pelote et je la valorise en layette pour bébé. Ensuite vient l'alpaga adulte, où c'est que je vous ai parlé qu'il y avait différentes qualités, jusqu'à 3 qualités. Donc, la qualité 1 va être transformée sous forme de pelote par un filateur et revenir à la maison. La qualité 2 va être aussi transformée par un filateur, mais elle sera tricotée machine, telles que les chaussettes, les ponchos, et reviendra à la maison sous forme de produit fini. D'accord. Donc selon effectivement la qualité, c'est travaillé ici ou pas? Oui, Alors sur la première qualité, celle des bébés, tu as évoqué justement ce travail artisanal. C'est vrai que tu utilises du matériel qui finalement est presque ancestral en quelque sorte et tout manuel. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'électricité là, hein. On du peut tout. travailler Non, sans. j'ai une cardeuse avec une poignée. Donc, oui, tout est manuel. Le rouet, on pédale. La peloteuse, pareil, c'est avec une manivelle. Donc, demain, je peux vous tricoter un pull en bébé alpaga sans électricité, oui. Donc ça se Tout fait à la main. ici effectivement, hein. Ça se fait ici, sur place, au corps de ferme. Mhm. Tout est à côté hein, finalement, ce qui aussi permet d'être peut-être un peu plus efficace. Oui, tout est sur place. Voilà, sur le corps de ferme, j'ai ma maison d'habitation, j'ai ma boutique, j'ai mon atelier de transformation et mon élevage d'alpaga. Cette laine finalement, elle est douce déjà. C'est vrai, elle est douce, Oui, hein. oui.
La laine d'alpaga est surnommée la laine des dieux. Oui, c'est une des laines les plus luxueuses au monde. C'est une laine qui ne gratte pas, c'est une laine qui ne pique pas, qui est extrêmement douce. Elle est hypoallergénique, elle est thermorégulateur. Donc elle a des vertus. Elle a de très grandes vertus, oui. Ce qui veut dire qu'elle est peut-être un peu plus chère. Elle est plus chère par rapport à toutes ses vertus. Et aussi, un alpaga, je reviens un petit peu au moment de la tonte, un alpaga donne 2 kilos de laine brute, ce qui est en fait très peu. Comparé à une brebis qui peut donner, elle, 5 kilos de laine, et une chèvre mohair, elle va être tondue 2 fois par an. Donc, elle peut donner jusqu'à 10 kilos de laine brute. Voilà. Donc, la laine d'alpaga, oui, a un certain coût par rapport à toutes ses vertus et par rapport à la petite quantité qu'un alpaga peut produire. Cette laine, elle reste ensuite sur les produits. C'est une laine brute qui n'est pas du tout traitée. Hein. Oui, tout à fait. C'est une laine brute, sans traitement chimique, sans teinture. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, on respecte les couleurs naturelles de l'alpaga. Si on a un alpaga marron, on va avoir de la laine marron. Si on a un alpaga beige, ça sera beige. Tout à fait. Les couleurs que je propose sur mes produits sont issues de la couleur naturelle de mes alpagas. Donc, ça part du blanc, en passant par le beige, par différents marrons, du gris et du noir. Quelle est la couleur dominante, justement? La couleur dominante est le blanc. Ah, il y a plus d'alpaga blanc que d'alpaga marron, par exemple. Oui, en fait, c'est la sélection naturelle. En fait, dans leur pays d'origine, les camélidés, lama et alpaga, sont consommés. Et vu qu'ils sont consommés, ils vont en fait consommer en priorité les alpagas de couleur noire, parce que le noir, on ne peut pas le teindre. Et c'est vrai que dans leur pays d'origine, souvent, ils font des ponchos ou des produits, en tout cas, avec des couleurs assez vives. Donc, ils vont garder les alpagas blancs pour pouvoir travailler leur laine et la teindre. Et les alpagas de couleur foncée, si je puis dire, vont être pour la consommation humaine. Tout ceci nous amène à l'ensemble des produits qu'Aurore propose à la vente, dans sa boutique, mais aussi notamment à l'occasion des fêtes, sur les marchés de Noël. On trouve des bonnets, des ponchos, des mitaines, des écharpes, voilà. Du tricoté main aux aiguilles, du tricoté main au crochet et aussi du tricoté machine. Alors tout n'est pas fait ici. Hein. Tout n'est pas fait ici, non. Il veut dire qu'il a fallu que tu trouves aussi des partenaires qui étaient totalement fiables pour fabriquer des produits qui te correspondaient. Oui. Et on les trouve facilement? Non, on ne les trouve pas facilement. On est obligé. On a créé une association où c'est qu'on est plusieurs éleveurs à se rassembler, à se mettre en commun pour pouvoir faire transformer notre laine. D'accord. Et on trouve ensuite des couturiers, hein, enfin des créateurs quelque part qui travaillent ça. Alors la laine d'alpaga est travaillée à Rouen. Ah d'accord, ça c'est vraiment la capitale. Oui, la sorte. capitale du tricotage, si je puis dire, machine, c'est à Rouen que ma production est transformée. Ah, totalement, d'accord. Voilà. Pour l'alpaga adulte. On l'a dit, c'est un travail prenant, qui est une passion Oui. avant tout. Et cette passion, depuis quelque temps, tu aimes la partager avec le public. Et donc tu proposes justement au public de venir à ta rencontre, à la rencontre des alpagas. Oui, je propose des visites de mon élevage où c'est que le public a la possibilité d'être en immersion totale au milieu de mon troupeau. Je leur propose, s'ils le souhaitent, un bol de granulés pour pouvoir les avoir à disposition. Et ensuite, je leur fais découvrir mon atelier où c'est que je pars d'une toison brute d'alpaga jusqu'à la création de la pelote en leur démontrant toutes les étapes pour arriver jusqu'à la création de ce fil. C'est important ça de transmettre comme ça sa passion? Oui, les personnes souvent ne connaissent pas en fait l'animal l'alpaga. Voilà. Ils ne connaissent pas la valeur de la laine d'alpaga, toutes les vertus qu'on peut avoir. Et je trouve ça aussi intéressant de montrer, en partant tout simplement d'une fibre, d'un poil, arriver à la création en fait, d'un produit fini tel qu'un bonnet, une écharpe, un pull. Donc ça c'est important de le transmettre et de montrer justement tout le processus. Hein. Oui. Alors, en ce qui concerne la vente, parce que c'est quand même un tout petit peu le nerf de la guerre, Oui. il y a cette boutique ici à la Cavalerie, mais ensuite tu te déplaces également le reste de l'année sur des marchés, etc.
Tout à fait. Alors, j'ai la boutique à la Cavalerie. On a une boutique éphémère à la Jasse, sur le plateau du Larzac, où c'est que j'expose. Je suis aussi en dépôt-vente à l'Odève. Et ensuite, je vais faire des marchés de Noël dans l'Hérault ou dans le Gard, tels que le château de Malmont ou l'abbaye de Valmagne. Et ensuite, par exemple, pour les journées du patrimoine, j'ai été invitée à exposer au château de Sambucy à Mignon. En fait, tu essaies de trouver des lieux un peu particuliers, ce ne sont pas forcément les marchés traditionnels, hein. Non, Ça marche pas sur les marchés traditionnels? et pas trop, non. Voilà, j'ai un produit quand même assez atypique, qui a un coût, hein. Je présente 80%, oui, 80% de ma production est tricotée main. Donc, ça a un certain coût. Et oui, il faut que je trouve un public. En adéquation, en quelque sorte. Tout à fait. Et donc là, justement, est-ce que tu as l'impression de proposer des produits, entre guillemets, de luxe et qui rejoignent un tout petit peu ta formation haute couture? Je présente des produits de luxe issus de la laine de mes alpagas. C'est mon propre troupeau. Je récupère ma propre laine. Je transforme moi-même le bébé alpaga. Donc, On est sur du 100% on est sur. artisanal, donc nécessairement, il y a un coût, hein. Oui, tout à fait. De quelle façon tu vois l'avenir? Est-ce que tu te vois encore dans 10 ans avec cette même activité? C'est une question difficile, ça. Question difficile, oui. Voilà, j'ai fait 40 ans cette année. Et donc, je ne sais pas si c'est la quarantaine qui me fait poser des questions. Je suis toute seule sur l'élevage. Et donc, il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments difficiles. Et donc, oui, je me pose la question de mon devenir. C'est un métier de passion qui n'amène pas forcément un bon salaire. Ça me permet de vivre. Mais voilà, la conjoncture actuelle fait aussi qu'on se pose des questions. Moi, mon vrai projet serait de continuer dans mon élevage d'alpaga et d'avoir un petit complément de salaire en proposant un ou deux logements atypiques où c'est que les gens pourraient se réveiller et déjeuner autour des alpagas. Ça pourrait être sympa, effectivement. Ça pourrait être sympa. Maintenant, il faut que j'arrive à réaliser ça, à trouver l'emplacement pour, ce qui n'est pas évident. Voilà, ou sinon, je me pose aussi peut-être la question de trouver un petit 20 heures à l'extérieur pour pouvoir être plus à l'aise Financièrement. financièrement. Ouais. Mais en tout cas, tu as l'air quand même heureuse, hein, au milieu de ces animaux. Ah oui, très heureuse. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, oui. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Aurore. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de DB, le 8e de cette première saison. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, si le cœur vous en dit, de partager le lien auprès de vos proches. Si vous souhaitez aller faire un tour à la ferme boutique d'Aurore Arnal à la Cavalerie, vous trouvez toutes les infos sur sa page Facebook, les alpagas filent sur le Larzac, ou sur Instagram, les alpagas du Larzac. De notre côté, on se retrouve dans 3 semaines pour le premier hors-série de la collection EB qui sera consacré à l'histoire de Saint-Jean-du-Bruel, puis ensuite pour le 9e épisode de la collection qui sera lui consacré à 2 passionnés de cinéma qu'on pourrait nommer vintage, des collectionneurs de pellicules et d'objets symboles d'une autre époque, celle d'avant le numérique. Ils proposent ainsi des projections à Nantes où ils résident, mais ailleurs aussi, et ils ont également créé un lieu magique, le Petit Musée du Cinéma. Rendez-vous dans 3 semaines. À très vite. Salut.